terminé la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit, le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité, a fait 60 millions de victimes, dont une majorité de civils. De multiples crimes de guerre, crimes de masse, massacres génocidaires ont caractérisé ce conflit. L'ampleur de ces crimes a suscité à la fin de la guerre la définition de crime contre l'humanité, appliquée notamment au génocide des Juifs, la Shoah, qui a fait 6 millions de victimes. À la fin de ce conflit, on aurait pu penser que cette idéologie avait définitivement disparu. Malheureusement, le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde. Avec la recrudescence des actes antisémites en France, plus 74% en 2018, cette citation de Bertolt Brecht est malheureusement toujours d'actualité. Profanation de cimetières juifs avec inscription nazie et croix gammée, assassinat, manifestation de haine. Pendant des siècles, depuis le Moyen-Âge, les Juifs ont été pourchassés, spoliés, expulsés de régions entières, massacrés. En 1886, Édouard Drummond publie La France juive, best-seller de l'antisémitisme que l'on peut nommer d'antisémitisme social. Puis, l'affaire Dreyfus va provoquer une nouvelle escalade. D'autres pays ne sont pas en reste. De nombreux pogroms ont lieu en Russie au XIXe siècle jusqu'au début du XXe, ainsi qu'en Pologne et dans l'Europe de l'Est. L'antisémitisme va culminer avec le nazisme, un antisémitisme racial. Le racisme est né avec la crise de 1929 et avec les conséquences du traité de Versailles. Cette idéologie s'est fondée sur le nationalisme, l'antisémitisme, le racisme, la haine de l'autre, de l'étranger. Après l'internement des opposants politiques et l'élimination des handicapés dans les premiers camps de concentration, un degré ultime a été atteint en janvier 1942, après la mise en place de la solution finale à la question juive en Europe, c'est-à-dire la mise en œuvre industrielle, fait unique dans l'histoire, de l'extermination du peuple juif, ainsi que des Tziganes et des Slaves. Quelques mois auparavant, le décret du nom de code NN, Nacht und Nebel, nuit et brouillard, ordonnait la déportation de tous les ennemis du Reich qui devaient disparaître sans laisser de traces. De tous les pays occupés sont partis des convois vers les camps de concentration et d'extermination. L'État français, en collaborant avec l'occupant nazi et en allant au-delà de ses exigences, est responsable de la mort de milliers de juifs, adultes et enfants, et aussi de résistants. À partir des années 80, les thèses révisionnistes et négationnistes remettaient en cause l'existence des chambres à gaz et donc du génocide juif. Depuis ces années-là, les actes antisémites n'ont cessé d'augmenter. En 1980, l'attentat de la rue Copernic à Paris fait 4 morts. En 1982, un attentat au restaurant Goldenberg, rue des Rosiers à Paris, fait 6 morts. En 1990, profanation de sépulture dans un cimetière juif à Carpentras. Enlèvement et séquestration du jeune Ilan Halimi en 2006. En 2012, 4 personnes, dont 3 enfants, sont tuées dans une école juive à Toulouse. Lors d'une manifestation en 2014, des extrémistes crient des slogans antisémites et font des saluts nazis. Après l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015, une prise d'otage dans un hypercachère à Paris fait 3 morts. Meurtre de Sarah Halimi en 2017. Meurtre de Mireille Knoll en 2018. Toujours en 2018, profanation d'un cimetière juif en Alsace. Début 2019, un arbre planté en mémoire d'Ilan Halimi est vandalisé et des portraits de Simone Veil sont tagués de croix gammée. Depuis plusieurs années et surtout depuis 2008, et la montée du chômage, les partis européens d'extrême droite progressent dans les suffrages et atteignent des records et dépassent parfois 20%. L'extrême droite a gagné les élections législatives italiennes de 2018. L'Italie n'est pas le seul pays de l'Union européenne dans lequel l'extrême droite a atteint des sommets. Leur progression et leur influence a été constante depuis le début des années 2000. En Autriche et en Finlande, l'extrême droite participe à des gouvernements de coalition. En Allemagne, l'Alternative pour l'Allemagne a fait son entrée au Bundestag en 2017 en devenant le 3e parti du pays. Dans certains pays, les partis dits de gouvernement empruntent le programme des formations d'extrême droite. C'est le cas de la Hongrie avec Viktor Orban depuis 2010 et de la Pologne avec le parti Droit et Justice depuis 2015. Tous ces partis rejettent l'immigration, l'Union européenne et l'antisémitisme refait surface. Cette progression ne peut que rappeler celle que l'Europe a connue dans les années 30, avec l'arrivée au pouvoir de Hitler en Allemagne, de Mussolini en Italie, de Franco en Espagne, ou encore celle des ligues d'extrême droite en France. Cette progression venait de la crise de 1929 qui avait entraîné une spectaculaire montée du chômage. En France, le Front National, devenu en 2018 le Rassemblement National, a été fondé en 1972 sous l'impulsion des néofascistes d'ordre nouveau.
À plusieurs reprises, les propos de son leader sur les chambres à gaz ont rejoint les thèses révisionnistes et négationnistes. Son influence sur la vie politique française est en constante augmentation pour dépasser les 20% au premier tour de la présidentielle de 2017. À deux reprises, en 2002 et 2017, le Front National était présent au second tour de la présidentielle. Même si sous la forme, le Front National se veut plus présentable, depuis sa dédiabolisation, le fond n'a pas changé. La France compte également une nébuleuse de groupes d'extrême droite, identitaires, activistes, pétainistes, néo-nazis, plus ou moins liés entre eux et qui pour certains recourent à la violence. Tous ces partis européens ont leurs spécificités. Toutefois, ils partagent bien souvent les mêmes thèmes de prédilection: nationalisme, lutte contre l'immigration, racisme, xénophobie, antisémitisme, islamophobie, homophobie, anticommunisme, auxquels on peut aussi ajouter le révisionnisme et le négationnisme. Le nationalisme, la haine de l'étranger sont toujours là. Aujourd'hui, les migrants, quand ils ne meurent pas noyés en Méditerranée, sont mis en rétention dans des camps, dans des conditions inacceptables, souvent rejetées par la population. Hier, les républicains espagnols, quand ils n'étaient pas tombés sous les balles franquistes, en traversant les Pyrénées lors de la retirada, étaient enfermés dans les camps de Rivesaltes, Gurs, Saint-Cyprien, dans des conditions déplorables, traités comme des indésirables. Des indésirables qui, pour beaucoup, avaient fui le nazisme, le fascisme, les dictatures de plusieurs pays d'Europe, n'ont pas hésité à entrer en résistance contre l'occupant. Ainsi, ces 23 étrangers et nos frères pourtant, comme l'a écrit Aragon dans l'affiche rouge. Cette affiche de propagande allemande, placardée massivement, titrait « Des libérateurs, la libération par l'armée du crime ». Ces 23 résistants FTP-MOI, main-d'œuvre immigrée, dits du groupe Manoukian, fusillés au Mont Valérien le 21 février 1944, étaient pour la plupart des juifs polonais, hongrois, des Espagnols, des Italiens. Ou encore, ces républicains espagnols, engagés dans la 2e DB du général Leclerc, dans la compagnie La Nueve, qui furent les premiers à entrer dans Paris le 24 août 1944. Nous leur devons beaucoup. Pendant ce temps, l'extrême droite avait abandonné son nationalisme pour une collaboration avec l'occupant nazi, en se regroupant dans le Parti populaire français, le Parti franciste, le Rassemblement national populaire. En 1980, l'attentat de la rue Copernic et en 1990, la profanation du cimetière juif de Carpentras avaient provoqué de grandes manifestations dirigées contre l'extrême droite. Depuis, on assiste à une sorte d'indifférence et une banalisation de ces actes antisémites. Le souvenir de la Shoah s'estompe et ses témoins directs disparaissent. La progression d'expressions racistes, xénophobes, homophobes dans les stades est aussi inquiétante. L'expression d'opinions extrêmes, haineuses, est beaucoup moins censurée. Les valeurs de l'extrême droite peuvent s'afficher plus librement dans l'espace public, sur les réseaux sociaux, ce qui explique en partie sa progression constante. Pour que le poison distillé par l'extrême droite cesse de progresser, pour ne pas connaître à nouveau la tragédie que fut cette guerre, le devoir de mémoire doit sans cesse rappeler, surtout aux jeunes générations, ce que fut le nazisme, ce qu'il a entraîné en faisant des millions de morts, en particulier avec le génocide de la Shoah, car comme l'a dit Primo Levi, quiconque oublie son passé est condamné à le revivre. Les témoins de cette époque, résistants, survivants des camps de la mort, sont presque tous disparus. Heureusement, il reste leurs écrits. Primo Levi, bien sûr, Charlotte Delbo, résistance communiste, Simone Veil, Marceline Loridan-Ivens, récemment disparue, tous déportés à Auschwitz et bien d'autres. Les derniers survivants, malgré leur grand âge, continuent inlassablement de témoigner jusqu'à leur dernier souffle, en particulier dans les établissements scolaires. Merci d'avoir survécu. C'est le petit mot qu'adresse un élève de 15 ans à Henri Borland à la suite du récit de sa déportation devant une classe de collège. Henri Borland est le seul survivant des 6000 enfants juifs de moins de 16 ans déportés à Auschwitz. Je voudrais vous citer le témoignage de Marie-Josée Chombard-Delauve, déportée à Ravensbrück. À 92 ans, en 2015, dans un lycée de Rennes, devant des élèves de première, elle raconte sa résistance. Occupation, arrestation, déportation. Mais elle explique aussi aux jeunes élèves le mécanisme du fascisme, cette machine infernale basée sur la haine de l'autre. Heureusement, vous ne voyez pas cela aujourd'hui, mais vous voyez des crimes qui sont perpétrés dans divers pays, et puis des idéologies de haine qui se développent, et ça peut venir à votre porte. L'hypernationalisme fermé, la haine de l'autre, l'aspect raciste qui existe de nouveau, etc. Tout ça, on voit à quoi cela aboutit.
C'est pour cela qu'on vous parle aujourd'hui, que vous sachiez détecter le mal là où ça commence, dire non tout près de vous, dans votre quartier, plus loin, etc. C'est pour ça qu'on vient vous parler. Ce n'est pas pour vous faire pleurer sur nos malheurs du passé. C'est pour vous dire, attention, voilà jusqu'où ça peut aller. Alors à vous, évitez que ça recommence. On vous fait confiance pour ça. Merci. Témoigner, encore et toujours, être vigilant, résister, c'est ce qu'ont fait ces témoins directs. C'est aussi notre devoir à nous, les témoins indirects, pour passer le relais aux nouvelles générations. C'est également ce que nous disent ces 16 résistants dans cette clairière qui ont préféré mourir debout plutôt que vivre à genoux, qui ont été jusqu'au sacrifice de leur vie dans l'espoir que la nôtre serait meilleure. Je vous remercie.